L'image, le désir et la conscience de soi. Ce sont trois termes qui sont assez peu corrélés et nous allons essayer de comprendre comment, dans l'époque dans laquelle nous vivons, ces trois termes sont non seulement importants à articuler ensemble, mais définissent aussi l'essentiel du travail des concepteurs visuels d'aujourd'hui. L'art graphique est essentiellement au service aujourd'hui de ce qu'on appelle la communication. Un terme devenu un fourre-tout dans lequel on peut aussi bien ranger l'information, les médias, la publicité et même, par l'effet du flou lexical qui caractérise notre époque, ce qu'on appelle aujourd'hui la culture. Les tags sur la vitre d'un métro peuvent donc être considérés comme un fait de culture, au même titre qu'une publication scientifique, un article sur un blog, un prospectus dans la boîte aux lettres, un livre, un annuaire ou le dépliant des manifestations culturelles. Dans ce vaste domaine de la communication, le mot désir est un mot qui revient souvent. Le désir apparaît même comme le centre des préoccupations publicitaires, avec la question « Comment susciter le désir ?» Comment se fait-il que telle chose, tel produit, éveille le désir? Comment faire pour que le désir se porte sur tel produit plutôt que sur tel autre? Pourquoi telle marque a-t-elle plus de capacité à susciter le désir que telle autre? Alors, la question est, le désir peut-il être considéré comme quelque chose d'objectif? Le désir, par exemple, peut-il être localisé, identifié comme tel, évalué? Bref, le désir tient-il aux qualités objectives d'un produit, c'est-à-dire quelque chose de positif, et qui permet de s'assurer que ça marche, que ça fonctionne? Par exemple, cette jolie fille que je vois assise sur le banc et qui attire mes regards, si je vais la voir et que je lui explique rationnellement que je suis un bel homme, nanti d'une bonne situation, généreux, doté d'un grand sens de l'humour, et bien sûr que je fais l'amour comme un dieu, combien aurais-je de chances de la séduire? D'éveiller son désir à mon endroit, et même à mon encontre d'ailleurs. Peu de chance, vous en conviendrez. Il vaudrait mieux qu'elle puisse arriver elle-même à ses conclusions. Ce qui tendrait à conforter l'idée déjà avancée que le désir ne tient pas aux qualités positives, mais plutôt à la façon dont la chose est amenée, présentée, mise en lumière, bref, à la place faite au sujet censé désirer. Le désir apparaît donc a priori comme paradoxal, donc une notion pas si facile à manier. Lorsqu'il veut exemplifier les paradoxes du désir, le philosophe et psychanalyste Slavoj Žižek, que j'aime beaucoup, rappelle une publicité anglaise des années 80 où l'on voit une jolie jeune femme se promener au bord d'un cours d'eau. Elle recueille dans sa main un crapaud auquel elle donne un baiser. Le crapaud se métamorphose aussitôt en beau jeune homme. Le sémillant jeune homme embrasse à son tour la belle jeune femme qui se transforme instantanément en une bouteille de bière qu'il brandit triomphalement vers la caméra. La petite vérité mise en scène ici pourrait se déployer de bien des manières et donner lieu à de nombreux développements. La différence sexuelle notamment, c'est-à-dire l'écart générique constaté entre les individus de sexe féminin et ceux de sexe masculin, et partant, le désir des femmes et le désir des hommes. La différence qui se retrouve tout aussi bien dans cette autre différence mise à jour par la théorie psychanalytique, la différence entre objet du désir et objet-cause du désir. Cela pour essayer d'approcher d'un peu plus près l'énigme de cette différence sexuelle, pour essayer de comprendre un peu mieux pourquoi entre l'homme et la femme, ça ne va pas. En tout cas, jamais aussi bien qu'on voudrait de part et d'autre. Et qu'illustre la non moins énigmatique sentence énoncée par Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel. Ce sont des approches psychanalytiques passionnantes à étudier, nous aurons probablement l'occasion d'y revenir. Mais concentrons-nous pour l'instant
à propos de l'énoncé que je viens de produire à partir de cette petite histoire publicitaire mettant en scène une femme, un homme et une bouteille de bière, ce que cet énoncé nous a permis d'imaginer, sur ce qui nous a permis de nous représenter, chacun avec nos propres images mentales, c'est-à-dire, à défaut de boire, un certain désir de voir. Car c'est bien de cela qu'il s'agit en vérité dans les arts dits visuels, du désir de voir, et même d'y voir clair, c'est-à-dire de se faire une idée de ce que l'on a devant les yeux. Un curieux mécanisme entre, d'une part, le psychisme humain, cette faculté d'imaginer, de se représenter, de fabriquer des images dans sa tête, et d'autre part, l'organe de la perception, les yeux, notre sensibilité visuelle. Il y aurait donc deux instances distinctes et une relation entre elles. D'une part, les yeux, qui captent la lumière, d'autre part, la psyché comme l'écran sur lequel se projette cette lumière. Si l'on en croit Bergson, les yeux ne peuvent voir que ce que la psyché les a préparés à voir. Entre le sujet voyant, équipé d'yeux, est un appareil psychique, donc, et l'objet vu, que se passe-t-il au juste? Pour Hegel, le sujet et l'objet sont toujours médiatisés, c'est-à-dire dans une relation d'interdépendance l'un vis-à-vis de l'autre. Ce qui veut dire que la réalité objective ne peut pas être séparée du sujet qui l'aperçoit. Nous avons l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Donc, ce qu'il faut retenir maintenant, c'est qu'à un changement de point de vue de la part du sujet, que l'on peut appeler un changement épistémologique, correspond immanquablement à un changement dans l'objet lui-même, que l'on peut appeler un changement ontologique. Pour le dire encore d'une autre manière, le regard du sujet, comme dans les ambassadeurs d'Holbein, est toujours déjà inscrit dans l'objet vu, comme ce qui dans l'objet est plus que l'objet lui-même, un point aveugle, d'où l'objet peut renvoyer le regard, le refléter. À la différence des animaux, notre vision est toujours médiée par le filtre de la langue et ses effets de structure. Lacan le formule ainsi: le tableau, certes, est dans mon œil, mais moi, je suis dans le tableau. Faisons arrêt sur cette observation. Le tableau, certes, est dans mon œil. La première partie de l'affirmation de Lacan renvoie à la notion de sujet, à la subjectivation. La position du sujet voyant comme une évidence de la vision qui implique que la réalité dépend toujours d'une constitution subjective. Ou pour le dire en termes hegeliens, il ne peut y avoir de réalité objective, c'est-à-dire vue, sans la dimension subjective d'un sujet voyant. La seconde partie, qui est un peu plus énigmatique à déchiffrer, mais moi, je suis dans le tableau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le contrepoint indispensable à la partie précédente. C'est la dimension qui est le plus souvent oubliée, négligée, déconsidérée. C'est que pour que le sujet puisse voir un objet, il faut que ce sujet soit lui-même inscrit dans l'image qu'il concourt à produire, sous la forme d'une tache aveugle. Slavoj Žižek l'exprime ainsi: l'écharde objectivée dans mon œil. Le matérialisme dialectique appliqué à la vision ne consiste pas seulement à reconnaître que le je, c'est-à-dire le sujet qui voit, suit toujours inclus dans la réalité objective, que je le veuille ou non, mais surtout que le terme lui-même de réflexion implique dans son pli sémantique que je suis forcément moi-même toujours déjà inclus dans la réalité que je contribue à former. Cette constatation met le sujet dans une position d'énonciation, d'où il parle, qui lui interdit de se considérer comme un observateur neutre, qui pourrait saisir la réalité dans sa totalité,
non pas parce que le sujet ne peut pas tout voir de la vaste réalité qui lui échappe, mais bien parce que dans la réalité vue elle-même, il y a quelque chose de lui qu'il ne peut pas voir, la tache aveugle qui lui renvoie son regard et qui, dans l'objet vu, est plus que l'objet lui-même. Ce court-circuit réflexif tient simultanément le sujet hors de l'image et à l'intérieur de l'image. C'est précisément ce qui permet au sujet de la vision d'avoir le sentiment d'une existence matérielle. Et aussi, ce qui lui permet de comprendre l'écart entre objet de désir et objet cause du désir, appelé par Lacan objet petit a. Le même objet, selon la configuration subjective, peut rester indésirable ou être transsubstantié en objet de mon désir, et ce qui peut apparaître à d'autres que moi comme un objet ordinaire peut tout aussi bien pour moi constituer le centre absolu de mon investissement libidinal. Ce plus dont se trouve alors doté l'objet désiré n'est rien de matériel. Il ne fait pas partie des qualités objectives de l'objet, de ses déterminations positives. C'est un X, un je ne sais quoi, qui n'a, à proprement parler, pas d'existence concrète. Ce qui pourtant m'apparaît comme ce qu'il y a de plus concret pour moi, pour mon désir, quelque chose dans l'objet de plus que l'objet lui-même, est indiscernable dans l'objet en tant qu'une de ses qualités objectives. Ce je ne sais quoi qui n'a de nom dans aucune langue, dit Bossuet. Lacan l'a nommé objet petit a. L'objet petit a est donc un objet qui n'est pas un objet, au sens matériel du terme, mais qui en est cependant un, puisqu'il convoque irrémédiablement le désir d'un sujet. Le paradoxe auquel nous sommes confrontés se précise. C'est à l'endroit même où surgit une petite différence, une différence minimale, une différence qui ne concerne pas deux objets existant positivement, mais une différence à l'intérieur d'un seul et même objet qui fait que cet objet ne coïncide pas tout à fait avec lui-même. Cette différence-là, en tant que différence, la différence elle-même, c'est ça l'objet, insaisissable. C'est la différence à l'intérieur d'un seul et même objet qui fait que cet objet ne se correspond pas à lui-même. Sur un tout autre plan que la différence entre deux objets, la différence comme telle, donc à l'intérieur d'un même objet, est donc aussi un objet. Un objet au sens étymologique du terme, quelque chose qui est jeté devant. C'est précisément ça, l'objet petit a, cette pure différence qui ne peut reposer sur des propriétés substantielles positives et qui fait que lorsque nous voyons les mêmes objets, nous ne voyons pas les mêmes objets. Qu'il y a parfois des objets qui sont en eux-mêmes plus que l'objet lui-même pour certains sujets à un moment donné. Cette différence minimale d'un objet ne coïncidant pas tout à fait avec lui-même, mais étant donc fonction du désir d'un sujet, cause éventuellement son désir jusqu'à l'affoler parfois. Cet écart minimal énigmatique se retrouve par exemple parfaitement illustré dans la nouvelle The Real Thing d'Henry James, où le peintre narrateur qui a décidé de peindre les membres de la classe dominante, le commandant monarque et son épouse, est de plus en plus contraint de faire appel à un couple de roturiers, Mademoiselle Charm, le mannequin cockney, et le mince italien Oronte, pour se substituer aux véritables aristocrates, car les modèles bon marché en question ont l'air bien plus authentiquement nobles que les vrais. Ils imitent beaucoup mieux les poses de la véritable aristocratie. L'ontologie de l'objet petit a est donc celle d'une différence minimale, présentée chez Lacan par la figure topologique de la bande de Möbius, de l'espace incurvé et recourbé sur lui-même. Pour l'instant, de la bande de Möbius, concentrons-nous sur la notion minimale de cadre.
Un cadre, en fait, ça permet de mettre en place un intérieur, un extérieur et quelque chose entre l'intérieur et l'extérieur. Il suffit en effet d'un simple cadre vide pour que ce que nous voyions auparavant de manière directe nous apparaisse différemment, plus dense, plus réel. Qu'on pense maintenant à cette manière devenue très courante avec les nouveaux téléphones, les nouveaux appareils, les progrès de l'électronique, où tout le monde prend des photos à peu près de tout et donc cadre des réalités. Il y a un effet supplémentaire qui est ainsi produit par le cadrage et qui constitue un effet de scène. Un effet qui ne disparaît pas du simple fait qu'on en révèle le mécanisme. Car ce qui apparaît dans le cadre prend une autre intensité. Peut-être bien une intentionnalité particulière, acquérant une sorte d'autonomie. Comment cela est-il possible ? Une seule réponse s'impose. Il n'y a pas de réalité neutre, a priori, à partir de laquelle le cadre, par l'isolation qu'il ferait d'un bout de cette réalité, donnerait naissance à l'idée d'apparence, introduisant un écart, une différence minimale entre une chose et la manière dont elle apparaît, et donc dont elle se donne à voir. La réalité neutre, a priori, n'existe pas, car toute réalité est déjà, a priori, cadrée. Ça, c'est le point le plus important. Chaque champ de la réalité, ou chaque monde, si on veut, est déjà cadré. Se donne à voir à l'intérieur d'un cadre invisible, se rendant visible, justement, cette réalité, par la grâce discrète du cadre qui lui reste invisible. Ce cadre invisible est bien sûr celui extrapolé par le recouvrement impossible des deux cadres générés par nos deux yeux qui déterminent chacun un point de vue. Car à la différence des cyclopes, nous avons deux yeux et donc nous avons deux perspectives avec lesquelles la réalité peut se présenter à nous. Et il y a un recouvrement de ces deux cadres. Il y a donc, pour le sujet humain, toujours a priori, un jeu et un enjeu de parallaxe. Une impossible composition de cadrage portant sur le même objet. Une asymétrie irréductible, une torsion réflexive minimale qui sépare deux perspectives. Mais ne nous laissons pas égarer, en vérité, nous n'avons jamais affaire à deux perspectives similaires dans leur formation, mais bien à une perspective, nous avons un œil directeur, et à ce qui l'élude, l'autre perspective venant combler le vide qui existe entre ces deux cadres. Le vide que nous ne pouvons pas voir depuis la première perspective. Ainsi, le cadre du tableau n'est-il pas la manifestation affirmée d'un autre cadre, le cadre qui encadre notre perception du tableau? Et ces deux cadres ne se chevauchent par définition jamais, un écart insensible les sépare. Il y a un point vide au milieu. Pour le sujet, l'intérêt principal du tableau donc ne réside pas dans sa partie visible, mais entre les deux cadres. Le cadre induit par le tableau et le cadre de notre perception, puisque c'est dans ce vide même que se joue le rapport du sujet de la vision à l'objet vu, dans la dislocation des deux cadres, l'écart qui les sépare. C'est précisément dans cet écart, de cet écart, que naît l'imagination. L'imagination étant l'une des toutes premières qualités de l'esprit humain, si ce n'est la première. Cette dimension entre les deux cadres est particulièrement manifeste dans Le carré noir sur fond blanc de Kazimir Malevich. Alors n'oublions pas que l'origine du monde de Courbet est ce qui précède Le carré noir sur fond blanc de Malevich. C'est-à-dire ce que met en scène Courbet avec ce tableau
il rend visible ce autour de quoi tourner la représentation visuelle sans jamais oser l'aborder depuis le début. Et à partir de ce moment-là, bien sûr, puisque ce n'est pas ça, ce n'est jamais ça, ce qui suscite ce désir de voir, c'est ce point vide entre les deux cadres. Kazimir Malevich le comprend très bien et il anticipe en cela la révolution opérée notamment par Marcel Duchamp, c'est-à-dire une œuvre d'art ne veut pas être référente des qualités positives qui déterminent sa formation, mais bien de la place qui occupe le sujet en tant que c'est quelque chose qu'il cherche à voir dans l'œuvre d'art. On retrouve aussi ça de façon un peu différente, mais dans les peintures d'Edward Hopper. Hopper met souvent en scène des personnages paraissant abîmés en eux-mêmes dans des pièces, des maisons, des immeubles ou des bars, où le cadre du tableau apparaît toujours comme redoublé par l'autre cadre de la fenêtre, de la vitre, de la vitrine. Cette manière d'Edward Hopper de donner à voir est à proprement parler cinématographique. Il préfigure le champ contre champ. Le contenu peint semble toujours excéder ce que l'on voit effectivement, comme si nous ne percevions, à l'instar des personnages du tableau, qu'une partie de l'image, un fragment du visible, une évocation de l'absence de l'autre. Un autre tableau célèbre met en scène la bordure d'un cadre, c'est la Madone de Munch, où la figure fétale du Christ, son tableau le plus célèbre, vient apparaître avec des gouttes de sperme entre les deux cadres de la Madone. Le cadre est donc en tant que tel toujours le signe d'un redoublement. Le cadre à l'intérieur de la réalité fait toujours écho à un autre cadre qui encadre la réalité elle-même. Une fois révélée par le cadre, la différence entre la réalité et l'apparence se complexifie immédiatement. Se reflétant en elle-même, une fois que le cadre nous a permis de percevoir l'autre dimension, la réalité se transforme elle-même en apparence. Ainsi, les choses n'apparaissent pas simplement, elles paraissent apparaître. Cette considération paradoxale nous amène directement au cœur de la dialectique à l'œuvre dans l'art graphique, celle qui articule visible et lisible, où le mot visible désigne cette fois ce qui se présente au regard de manière directe, abrupte, s'opposant à l'invisible, qui signifie alors tout aussi bien le hors-cadre, le dissimulé, et qui rentre en dialectique avec le lisible, c'est-à-dire le reconnaissable, ce que j'ai déjà vu et que je reconnais comme tel et qui me délivre un sens déjà connu. La forme qui confère au sens s'oublie au bénéfice du sens produit. La typographie, qui est l'essence, l'origine et la noblesse de l'art graphique traditionnel, illustre parfaitement cette dialectique. Là où je lis A, je ne vois plus la forme de la lettre A. Et là où j'examine la forme du A, les rapports entre ses courbes, ses angles, la dynamique de son trait, etc., je me trouve dans l'incapacité de lire A. Pour Hegel, qui avait déjà tout anticipé, au XVIIIe siècle, XIXe, A égale A constituait pour son esprit l'exemplification type de la contradiction absolue. A égale A, c'est une contradiction absolue puisque le premier A n'est pas le même que le deuxième. Chez Hegel, la reconnaissance réciproque est ce qui instaure d'emblée la dimension du désir sur un mode dialectique, car elle est assujettie à l'avènement de la conscience de soi. Voir quelque chose, c'est toujours se voir soi-même voyant quelque chose. Pour en saisir les mécanismes, il convient de se souvenir que dans la spéculation hegelienne, l'objet pour la conscience
se soutient d'une contradiction dans la mesure où il est à la fois dépendant et indépendant de cette conscience. Là, on approche un paradoxe un peu complexe, on va essayer de l'articuler. À certains égards, la conscience se pose hors d'elle-même, dans un objet, et elle fait que cet objet est indépendant d'elle, mais aussi dépendant d'elle, dans la mesure où la conscience de soi n'est conscience de soi que par la réflexion en elle-même de cet objet. Pour le dire en des termes hegeliens, la conscience ne pose l'indépendance de l'objet, c'est-à-dire un en-soi, que pour mieux en poser sa dépendance en soi, pour soi. C'est en ce sens que sur le plan de la conscience de soi, il y a toujours une contradiction à l'œuvre à l'endroit de l'objet. L'essence du désir ne peut surgir qu'à la faveur de cette contradiction. La conscience n'a de cesse de désirer l'indépendance de l'objet que pour mieux désirer se poser elle-même comme conscience de soi. L'essence du désir est donc par nature, c'est une découverte hegelienne qui a anticipé la découverte freudienne, l'essence du désir est contradictoire. Elle se soutient du rapport à un autre que soi qui doit être aussi et simultanément un rapport à soi. C'est à partir de ce point-là que peut s'envisager le rapport à l'autre qui est aussi rapport à soi, et le rapport à soi qui est aussi un rapport à l'autre. La conscience s'institue donc de facto d'un désir contradictoire que l'on retrouvera dans la structure du désir lui-même, puisque le désir et la résistance à ce même désir ne font qu'un. L'objet doit être donc en lui-même autre que la conscience et à la fois comme elle-même. Par la reconnaissance de cette contradiction, la conscience rencontre une vérité sur l'objet qu'elle n'avait pas au départ. Cette vérité est que l'objet, que la conscience pose comme indépendant d'elle, est nécessairement aussi une conscience de soi, c'est-à-dire un autre que soi qui est conscience de soi. Baudelaire l'a exprimé d'une belle façon, l'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers. Ces vers issus des correspondances ne sauraient mieux illustrer ce propos. Il faut donc nécessairement qu'il en soit ainsi pour que la conscience se reconnaisse comme conscience de soi dans l'objet visé. Mais elle ne peut découvrir cette vérité qu'à partir du moment où elle a ramené à elle cet objet, c'est-à-dire lorsque cet objet devient sujet et qu'elle découvre alors que cet autre posé face à elle, c'est elle-même. Tu es cela, dit la parole sacrée des Upanishads, la Chandogya Upanishad, qui est la deuxième Upanishad par l'ancienneté. De cette dimension contradictoire de l'objet et de la vérité que la conscience y découvre, découlent trois conséquences. 1. Il nous faut admettre l'existence nécessaire d'une multiplicité de conscience de soi, autant d'objets visés, autant de conscience de soi émergente. 2. Le désir de la conscience, le 2 pouvant s'entendre dans les deux sens, génitif objectif et génitif subjectif, comme désir du désir de l'autre. 3. Une conscience ne peut se reconnaître en l'autre que parce que l'autre se reconnaît en elle. Si chaque conscience, pour se constituer comme conscience de soi, doit poser un objet hors d'elle-même, et si cet objet s'avère être nécessairement une autre conscience de soi, alors il résulte que chaque conscience, en posant un objet hors d'elle-même, devra trouver une conscience de soi dans cet objet. Et donc, chaque conscience désire trouver un objet qui désire lui aussi. Car chaque conscience désire être désirée à travers l'objet qu'elle désire. Le désir se constituant ainsi toujours comme le désir du désir de l'autre. La dialectique du désir se fonde sur la dialectique de la reconnaissance réciproque. La conscience désire se reconnaître dans l'autre dans la mesure où cet autre désire se reconnaître en elle. C'est sur cette dynamique que se fonde la dialectique de la subjectivité. Je, le sujet,
désire me reconnaître en l'autre. Et puisque cet autre est moi, objet du sujet, il faut bien que ce moi, objet-sujet, se reconnaisse en je, qu'on peut écrire avec un U. C'est un je et un enjeu du désir. Autrement dit, je peux me reconnaître dans le moi autre que si je reconnais que l'autre se reconnaît déjà lui-même en moi. C'est-à-dire si je reconnais qu'en quelque sorte, je suis le moi de l'autre. Cette dialectique de la reconnaissance réciproque est pour Hegel le redoublement nécessaire de la conscience de soi. Il faut donc nécessairement deux moments à la conscience. Un dédoublement, exactement comme le dédoublement des deux cadres, pour devenir véritablement conscience de soi, engagé dans cette subtile dialectique du désir, posant au départ un sujet et un objet. Recadrons notre propos. En ces temps d'immenses progrès technologiques, la pensée dialectique hegélienne et la psychanalyse freudo-lacanienne nous permettent d'aborder beaucoup de préoccupations qui concernent les praticiens des arts visuels. La survenue d'Internet a ouvert un nouvel espace mythologique. Le virtuel est un pouvoir, une fascinante magie. Et aujourd'hui, chacun a la possibilité d'aller de site en site comme on va d'oracle en oracle, en passant des portes à l'infini. Un monde mythique, un monde d'images, mais un monde plat, déjà recadré. Or, il est dans la nature des images d'être bidimensionnelles. 2D, 3D, en vérité, ça ne veut rien dire. Les images sont toujours en deux dimensions. Ce n'est certes pas le moindre des mérites des nouvelles technologies de créer de nouveaux mythologèmes, en bousculant le monde existant et en le faisant basculer. Mais basculer où? Dans quoi? Et s'il appartenait désormais à ceux qui sont voués aux arts visuels de veiller à ce que le flot des images, qui doit accomplir son travail de métamorphose des consciences, ne submerge pas la totalité de l'architecture langagière qui est née de la bascule inverse du mythos vers le logos à Athènes il y a 2500 ans. Parce que ça, c'est la pensée qui nous porte et qui a accouché du monde précisément technologique dans lequel nous vivons et qui trouve son origine dans le logos et sa rigueur. Sa structure précise fait qu'on ne peut réfléchir la liberté sans la nécessité, l'être sans le néant, le simple sans le double, et tout le langage qui est imprégné de cette première bascule insémine l'œuvre d'art depuis ce moment-là, jusqu'à la pensée occidentale du XIXe et du XXe siècle. Aujourd'hui, en vérité, il y a très peu d'action. On est plutôt passif devant son écran, sous couvert d'interactivité. Or, l'être est loin d'être là, d'être le là. Il est même tout le temps ailleurs, dans un espace mythique, hypnotisé par la puissance des écrans. La puissance du logos ne doit pas être submergée par le déferlement des images. Ces images et ces facilités technologiques permettent un peu à tout le monde de s'exprimer, mais souvent pour dire n'importe quoi, sans grand fondement logique et sans rigueur épistémologique. Les signifiants s'articulent beaucoup plus difficilement dans l'architecture subtile qui faisait du langage la maison de l'être. Parce qu'aujourd'hui, le mythos a pris le pas sur le logos. Et donc un nouveau réel est en train de s'installer, et il nous appartient de repenser l'image comme langage. Parce que le concept, c'est l'architecture de l'image. Ce par quoi il est encore possible, par l'image, d'approcher le réel, et même d'y pouvoir agir. Le mystère du réel restant le mystère du corps parlant que nous sommes, c'est-à-dire le mystère de l'inconscient. Comme le dit Lacan, du réel, il n'est pas d'autre idée sensible que celle que donne l'écriture, le trait d'écrit. Que veut dire idée sensible d'écriture, le trait d'écrit? Le trait crée de facto une division. Un simple trait
sur une feuille divise immédiatement la surface entre ce qui est noir et ce qui est blanc, ce qui est le trait, la trace, de ce qui est le blanc, le fond, ce qui est le trait de ce qui n'est pas le trait, ce qui est de ce côté-ci du trait et ce qui est de ce côté-là du trait. Une division qui reflète sur le mode de la manifestation sensible la division constitutive du sujet qui trace. Et l'écriture se fonde sur le rapport des proportions du noir et du blanc. Toutes les sortes d'écriture existantes, leurs différentes constructions et leurs différents traits, ne peuvent être étudiées en toute rigueur et comparées qu'à partir du blanc. Car toute comparaison nécessite un point de vue fixe, d'où les comparer. Ainsi, toutes les écritures ont en commun une seule chose, le blanc du beau. Ce point de vue universel vaut pour l'écriture manuscrite comme pour la typographie, pour les écritures anciennes comme pour les modernes, pour l'écriture occidentale comme pour les autres cultures. Bref, c'est le point invariant à partir duquel on peut étudier toutes les écritures. Et là, je fais appel à la science de Gerrit Nordic, qui est calligraphe et typographe de l'Académie royale des beaux-arts de La Haye, qui est né en 1931, et qui est l'auteur d'une remarquable théorie de l'écriture. Il y restitue entre autres l'évidence, ce qui apparaît en tout cas comme une évidence une fois que c'est énoncé, mais qui n'enlève rien à la difficulté de le dire, bien au contraire. C'est que le blanc, c'est-à-dire le vide sur lequel peut prendre place le plein qui saute aux yeux, ce vide-là, c'est la clé de toute analyse formelle. Dans son traité, Gerrit Nordic rappelle d'ailleurs que l'écrasante majorité des études formelles en typographie ne s'occupe pas du blanc du mot, mais du noir de la lettre, ce qui les force à s'enferrer dans des divergences superficielles, notamment parce que ce qui permet de comparer l'écriture manuelle, manuscrite, et les caractères d'imprimerie est inobservable dans le noir de la lettre, parce que précisément, la diversité des tracés noirs est si ample qu'elle les rend incommensurables. Qui s'intéresse encore à l'écriture aujourd'hui ? Aussi excessif que cela puisse paraître, la civilisation occidentale n'est-elle pas, depuis son origine, représentée par la communauté qui se sert de l'écriture occidentale ? La montée de l'illettrisme n'a pas d'autre source que ce mépris de l'écriture dès l'école, considérée de manière de plus en plus radicale comme la science des ânes. Lorsqu'un enfant apprend à lire, on lui apprend à faire le lien entre les mots de l'écriture et les mots de la langue parlée. Aujourd'hui, lorsqu'un enfant rencontre des difficultés dans son apprentissage, elles sont toujours interprétées comme des problèmes linguistiques, des problèmes psychologiques, des problèmes liés à la perception de la langue, alors qu'il ne peut tout simplement pas comprendre ce qu'il a sous les yeux, c'est-à-dire les signes qui s'offrent à son regard, la forme. Et un enfant ne peut pas comprendre tant qu'il ne peut pas voir ce qu'il a sous les yeux. L'enfant qui ne peut pas bien observer ce qu'il a sous les yeux ne peut tout simplement pas apprendre à lire convenablement. Pour peu que l'enseignant, le livre scolaire, le CD-ROM, etc., se laisse porter par cette idéologie fausse que le mot se résume à une succession de lettres dans un ordre donné, et donc se focalise exclusivement sur le sens, sans souci pour la forme qui permet l'advenu du sens, le risque est que pour l'enfant, le prétendu outil pédagogique fasse directement écran à l'apparence du mot. On propose à l'enfant un calcul. Mets les lettres numéros 1, 2 et 3 dans le bon ordre et tu auras écrit le mot correctement. Alors que l'enfant sait pertinemment que les autres ordres valent tout aussi bien, puisqu'il a déjà expérimenté de faire le tour de l'objet, le démontrer, le voir à l'envers, etc. Et l'objet ne perdait pas son identité. Le mot est en vérité la plus petite unité organique de l'écriture. Et par conséquent, tout ce qu'on peut avoir à dire au sujet d'une lettre doit tenir compte du mot dans lequel elle s'inscrit. Ça a l'air d'une banalité, mais ça c'est très important. La plupart
même des typographes actuels s'intéressent à la lettre et très peu au mot dans lequel la lettre vient prendre et donner sa forme. J'en réfère toujours à la thèse de Gerrit Nordzic, qui a poussé ses recherches jusqu'à découvrir une autre évidence. Enfin, bien sûr, cette évidence, c'est toujours pareil, ça n'en est qu'une qu'après coup, mais encore faut-il le dire, ça paraît tellement simple. C'est que l'invention de la lecture consiste dans l'interruption du rythme de la ligne écrite par la reconnaissance du mot, et même, pour être plus précis, par l'image du mot. La reconnaissance de cette discontinuité consacre le mot comme l'invention la plus importante depuis l'invention de l'alphabet. Gerrit Nordzic, lui, en date la naissance en tant que telle au 8e siècle de notre ère. Auparavant, il s'agissait encore d'un déchiffrage, voire d'un délettrage, loin de ce que Goethe, dans ses entretiens avec Eckermann, désignait par le mot lecture. Je vous rappelle le mot de Goethe. Les braves gens ne savent pas ce qu'il en coûte de temps et de peine pour apprendre à lire. J'ai travaillé à cela 80 ans et je ne peux pas dire encore que j'y suis arrivé. L'image du mot, telle que l'œil l'aperçoit, la cadre et la projette dans son appareil psychique, est essentielle à l'apprentissage de la lecture comme de la vision. Car on l'a vu, le lisible et le visible forment une dialectique, celle qui conditionne l'art graphique. Un mot est composé de courbes, d'angles, de blanc et de noir qui forment ensemble une unité et un rythme. Si le rythme est faible, le mot est mauvais. Si le rythme est absent, il n'y a pas de mot, même si les lettres sont disposées dans le bon ordre sur le papier. Le rythme désigne le plus souvent une certaine régularité d'intervalle, de temps. L'écriture ayant un déploiement visuel et donc spatial, le rythme va se retrouver transposé dans l'espace, sur la surface pour être précis, par des intervalles de blanc pouvant correspondre au silence. Dans l'image du mot, le rythme des blancs conditionne le rythme des noirs et réciproquement. Sur des exemples tirés de l'ouvrage Le trait, une théorie de l'écriture, Gerrit Nordzic, qui par ses recherches axées sur le blanc et l'image du mot, semble avoir découvert le chaînon manquant entre calligraphie et typographie, montre que lorsque les lettres sont plus ouvertes, le blanc à l'intérieur des lettres, plus important, implique une approche, c'est-à-dire le blanc entre les lettres, plus importante. Lorsque le trait est plus lourd, le blanc intérieur de chaque lettre paraît plus petit et donc l'approche est à réduire. Lorsque les lettres sont plus étroites, le blanc intérieur réduit aura forcément un impact sur la réduction de l'approche, comme on l'a vu, c'est-à-dire l'espace entre les lettres. Lorsque le trait est lourd et les lettres étroites, les blancs intérieurs aux lettres donneront leur valeur plus étroite au blanc entre les lettres, à l'approche. Cet exemple devient encore plus saisissant à contrario. Si le rythme n'est pas correct, l'image du mot disparaît, forçant le lecteur au chaos du déchiffrage. Mais quel rapport entre la justesse de la forme, l'orthographie et le désir? Le désir, étymologiquement, vient de désidérer. La désidération, autrement dit la sortie de la fascination, celle des hommes pour les étoiles comme celle des insectes pour la lumière, se fait par une distance critique qui permet simultanément la conscience de soi et l'ouverture d'un discernement, une critique, et partant la lisibilité du monde et sa lecture, et donc la lecture même d'une situation. Où en suis-je en tant que sujet engagé dans une dialectique avec les objets de désir qui sont jetés devant mes yeux et qui sont eux-mêmes des substituts de l'objet cause du désir. Le désir gît toujours dans l'ombre. Et il y a un jeu d'ombre et de lumière partout où il y a quelque chose à voir pour un sujet supposé voir.
Mais l'ombre, en l'occurrence, n'est pas le noir de la lettre. Elle est le vide qui confine à l'invisible cette place qui fait que le noir peut y prendre place pour le combler. L'apparition du vide, et donc du blanc de l'écriture, est en effet strictement corrélative au mouvement de sa propre dissimulation. Ce qui nous amène bien entendu à la dialectique telle qu'elle a été mise en lumière par la subjectivité, chez Hegel, et qui n'est en elle-même que la radicalisation de la pensée kantienne, la philosophie des Lumières, justement. L'idéalisme allemand restant un fond lumineux, et même lumineux, qui a permis l'invention de la psychanalyse par Sigmund Freud, sa continuation par le génie de Jacques Lacan, mais aussi aujourd'hui un certain nombre de lois qui nous permettent d'apprendre à voir et d'apprendre à lire. Un effet de structure que l'on retrouve bien sûr dans la formule de la subjectivité freudienne, wo es wahr soll ich werden, là où ça indéfini était, le sujet je dois advenir. Ce qui en l'occurrence pourrait se dire là où était la fascination pour les images, par les images. Le sujet de désir doit advenir en tant qu'il est capable de saisir l'architecture de ces images qui sont structurées à partir d'un concept. Donc notre nouveau monde d'images numérisées offre un immense chantier où les artisans de la conception visuelle que nous sommes, après avoir toujours été à la pointe de la technologie du langage, tout en restant depuis des siècles prudemment en retrait, je considère en fait que la typographie est la véritable technologie du langage. Et aujourd'hui, la conception visuelle se trouve convoquée en première ligne de la révolution dite numérique. Une révolution visuelle qui se fait sous le signe du virtuel et qui nous conduit à faire la différence entre la réalité virtuelle, c'est-à-dire une chatoyante copie en 2 dimensions de la réalité projetée sur un écran, et la réalité du virtuel, qui, dans notre époque, est l'autre nom du réel, ce à quoi Lacan donne le nom du réel. C'est ce qui correspond au virtuel aujourd'hui. Donc la responsabilité, maintenant, qui nous incombe, des nouveaux typographistes qui sont pris dans ce nouvel enjeu au contour mouvant, liquide comme des images, ne peut s'exercer que par la connaissance approfondie de ce qui fut un métier et qui le reste d'autant plus aujourd'hui, si les concepteurs prennent la peine de chercher dans l'histoire l'éthique traditionnelle de ces métiers-là, qu'on a appelé du nom très simple de les règles de l'art.